Je veux parler du Venezuela maintenant, car le secrétaire à la Défense et recrue de l'administration Trump, Pete Hegseth, arrêté pour conduite en état d'ivresse, a annoncé l'opération Lance du Sud, ce qui signifie que l'USS Gerald Ford se trouve désormais dans la zone d'opération des Caraïbes. Il s'agit du plus grand porte-avions américain et il rejoint toute une flotte de combat composée de sous-marins nucléaires et de destroyers. Des B-52 peuvent décoller depuis Porto Rico et des exercices ont lieu à Trinité et Tobago. Et voici Lindsey Graham qui tente de vendre la guerre au public américain. C'est essentiellement ainsi que la guerre est présentée au public américain. Et je suppose que je dois zoomer ici. Oui, c'est ça. And I guess I have to zoom in here. Yes, you do. I have to zoom in to see it myself. Je dois zoomer pour le voir moi-même. Devrais-je le faire avec la voix de Lindsey Graham? Ici, Lindsey Graham. Laissez-moi prendre un verre de rosé rapidement. C'est absolument relevé. À ceux qui se demandent ce qui se passe au Venezuela, vous devez comprendre que le président Trump est extrêmement déterminé à empêcher l'État narcoterroriste du Venezuela de continuer à empoisonner les Américains avec des drogues illégales. Le président Trump estime également que Maduro est un dirigeant illégitime. On dirait qu'un de ses collaborateurs a écrit ceci: un dirigeant illégitime dont les jours sont comptés. Je suis d'accord avec l'évaluation du président Trump concernant la situation au Venezuela. Je ne considère pas Maduro comme un dirigeant légitime, mais plutôt comme un trafiquant de drogue inculpé par les tribunaux américains. Bush 41 a renversé le dirigeant panaméen Noriega dans des circonstances similaires. Il existe un califat de la drogue dans notre arrière-cour, qui comprend le Venezuela, la Colombie et Cuba. Je suis très heureux que le président Trump soit déterminé à mettre fin à ce règne de terreur. Plus tôt Maduro partira, mieux ce sera pour le peuple vénézuélien et pour les États-Unis. Voilà ce que signifie America First. That is America first. And according to Reuters Ipsos. Et selon le sondage Ipsos de Reuters, publié aujourd'hui, 21% du public américain soutient Lindsey Graham concernant une intervention militaire des États-Unis au Venezuela. 21%. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gusanos, d'esqualidos et de sous-traitants de la défense en Amérique. C'est un grand nombre, mais en réalité, une très petite minorité d'Américains soutient Lindsey Graham sur ce point. Et le mensonge, c'est la drogue. La guerre contre la drogue. Mais remarquez comment il glisse le mot « califat », califat de la drogue. C'est parce qu'ils vont essayer de prétendre que le Venezuela abrite des cellules du Hezbollah et bénéficie d'un soutien iranien sur son territoire, et qu'il représente en fait une menace pour l'Amérique, alors que la plupart des Américains en ont fini avec tout ça. Ils ne croient plus aux mensonges sur les armes de destruction massive. Ils savent que le Venezuela ne représente aucune menace pour les États-Unis. Il s'agit de pétrole, de contrats, de pillage et de néocolonialisme, de l'écrasement d'un gouvernement indépendant qui ne prend pas ses ordres de marche du régime américain. Mais le mensonge, ce sont les cartels. Que Nicolás Maduro dirigerait un cartel de la drogue, qu'il serait un narco-terroriste et qu'il utiliserait la drogue comme une forme de terreur. Comme si le fentanyl entrant aux États-Unis était envoyé par Maduro. On dit qu'il est à la tête du cartel des soleils. C'est la désignation émise par le département de la justice sous l'ancien agent de la CIA, William Barr, qui fut procureur général lors du premier mandat de Trump, afin de mettre une prime de 15 millions de dollars sur la tête de Nicolás Maduro. Elle est maintenant de 50 millions, ou peut-être 25 millions. Je crois que c'est 50. Oui, ils l'ont doublé. Oui, le cartel des soleils n'existe pas. C'est un mensonge gigantesque. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de... Enfin, on dirait que les médias grand public, comme le Washington Post ou le New York Times, ne semblent pas aussi enthousiastes à propos de cette guerre qu'ils l'ont été par le passé.
Bien qu'ils aient contribué à diaboliser le Venezuela et la révolution bolivarienne, et en quelque sorte créé un élan pour cette guerre, ils ne semblent pas très passionnés par le sujet. Mais aucun d'entre eux n'a investi d'énergie journalistique pour explorer les mensonges qui sous-tendent cette intervention. Et le grand mensonge, c'est le cartel des soleils, que je veux dire, nous l'avons déjà dénoncé, nous en avons déjà parlé, mais je veux simplement continuer à le souligner. Affiché à l'écran, ce que l'ancien directeur de la Drug Enforcement Administration a déclaré à Mike Wallace. Cette cargaison de drogue ici, attribuée à ce qu'il appelle le trafic de drogue de la CIA en partenariat avec la Garde nationale vénézuélienne. Bien que des rumeurs sur l'implication de la CIA dans le trafic de drogue aient circulé pendant des années, personne au sein du gouvernement américain n'avait jamais auparavant publiquement accusé la CIA d'un tel méfait. Ce n'est pas le genre d'accusation qu'un responsable gouvernemental formulerait sans y réfléchir longuement. Vous dites qu'une tonne de cocaïne a été introduite clandestinement aux États-Unis d'Amérique. Par la Garde nationale vénézuélienne, en coopération avec la CIA. C'est exactement ce qui semble s'être passé. Jusqu'au mois dernier, le juge Robert Bonner était le directeur de la Drug Enforcement Administration, la DEA. Le juge Bonner nous a expliqué que seul le directeur de la DEA est autorisé à approuver le transport de stupéfiants illégaux comme la cocaïne vers ce pays, même si c'est la CIA qui les fait entrer. Laisse-moi te le dire ainsi, Mike. Si cela n'a pas été approuvé par la DEA ou par une autorité compétente des forces de l'ordre aux États-Unis, alors c'est illégal. Ça s'appelle du trafic de drogue. Cela s'appelle de la contrebande de drogue. Donc ce que tu dis en réalité, c'est que la CIA a enfreint la loi. Aussi simple que cela. Je ne pense pas qu'il y ait une autre façon de le justifier, en supposant, comme nous pouvons le faire, qu'il y ait eu une certaine connaissance de la part de la CIA, au moins une certaine participation à l'approbation ou à la tolérance de cette opération. Le juge Bonner déclare être parvenu à cette conclusion après une enquête secrète de 2 ans menée par le Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA, en coopération avec l'inspecteur général de la CIA. Et pour quelles raisons la CIA aurait-elle encouragé ce trafic de drogue? Eh bien, la seule justification qui ait jamais été avancée est que cela permettrait d'obtenir des renseignements précieux sur les cartels colombiens de la drogue. Plus de la moitié de la cocaïne des cartels colombiens traverse la frontière avec le Venezuela en route vers les États-Unis et l'Europe. Dans les années 1980, la CIA avait reçu pour mission, de la part du président Reagan, de recueillir des renseignements sur les cartels de la drogue colombiens. Ainsi, la CIA, en collaboration avec la Guardia Nacional du Venezuela, ou Garde nationale, mit en place une opération secrète de contrebande de drogue au Venezuela, capable de gérer le transbordement de la cocaïne des cartels colombiens vers les marchés. Le plan visait à infiltrer le cartel, et il fonctionna, car l'opération secrète conjointe CIA-Garde nationale accumula rapidement plus d'1,5 tonne de cocaïne, introduite clandestinement de Colombie au Venezuela à bord de camions, puis stockée au Centre de renseignement antidrogue de Caracas, financé par la CIA. Le commandant du centre et représentant de la CIA au Venezuela était le général de la Garde nationale Ramón Guillén Dávila. J'ai essayé de collaborer avec lui. Très bien, bon, cela dure un moment. Ramón Guillén Dávila, revenons-y rapidement. Attendez. Vous voyez, voici Ramón Guillén Dávila, et il porte un écusson avec un soleil sur l'un de ses bras. C'était un symbole que les officiers de la Garde nationale vénézuélienne portaient. Tout cela se passe avant Hugo Chávez, avant que Chávez n'arrive au pouvoir sous le régime pro-américain. Ce reportage, je crois, date de 1993 et a été réalisé par Mike Wallace, à une époque où 60 minutes
enquêtait parfois sur la CIA, et non pour le compte de la CIA. Guillen était le principal agent de la CIA au sein de la garde nationale vénézuélienne, et ils ont créé ce cartel afin d'acheminer de la drogue vers les États-Unis, soi-disant à des fins de renseignement. Et ils ont donné le nom de cartel des soleils à ce cartel, simplement à cause des écussons que portaient ces membres de la garde nationale d'avant Chavez. Donc, toute cette histoire de cartel des soleils, c'est quelque chose que la CIA a inventé pour empoisonner l'Amérique. Je veux dire, où sont passées ces 20 tonnes, en fait, je crois 22 tonnes, de cocaïne qu'ils ont expédiées aux États-Unis? Elles ont fini dans le nez des Américains. Et maintenant, cette histoire a simplement été réhabilitée pour cibler le Venezuela, afin de justifier d'éventuelles frappes de décapitation contre Nicolás Maduro, pour, vous savez, tuer leurs dirigeants, mener une opération à la Noriega. C'est donc un mensonge gigantesque. C'est un mensonge du niveau des armes de destruction massive qui, si les médias américains disaient la vérité, rappellerait aux Américains comment la CIA a empoisonné notre propre société dans les années 80 et 1990. Eh bien, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Cela montre vraiment à quel point les membres de l'administration Trump méprisent les médias, ou du moins à quel point ils pensent pouvoir facilement duper les médias, parce qu'ils sont tellement paresseux avec cette propagande. Ils recyclent un cartel avec lequel la CIA collaborait autrefois pour maintenant promouvoir cette campagne de changement de régime contre Maduro en prétendant à tort qu'il est à la tête de ce cartel. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur le fait que les médias américains ne vérifieront tout simplement pas leurs affirmations, comme vous l'avez fait. Vous avez même montré un extrait de l'une des institutions journalistiques les plus réputées, 60 minutes, ou du moins ce qu'elle était autrefois. Et pourtant, cela ne perce toujours pas. Le grand public n'a pas vu cela et ne le sait pas. Il y a eu des articles sur le fait que Tulsi Gabbard a essentiellement écarté des analystes du renseignement qui contredisaient les affirmations de l'administration Trump. N'est-ce pas? Je veux dire, cela a été rapporté. Oui, il s'agit de l'autre grand mensonge, celui selon lequel Maduro contrôlerait un gang criminel appelé le Tren de Aragua et aurait utilisé des migrants pour envahir les États-Unis, pour attaquer l'Amérique à travers une vague migratoire. Alors que nous savons tous que ces vagues migratoires ont été provoquées par les sanctions américaines qui ont détruit le secteur pétrolier du Venezuela et appauvri sa population. Selon un rapport de renseignement américain déclassifié en avril dernier, Maduro n'a aucun contrôle sur le Tren de Aragua. En réalité, il l'a pratiquement neutralisé avec ses propres forces de sécurité au Venezuela. Alors, que fait Tulsi Gabbard? Elle renvoie les deux agents du renseignement qui ont rédigé ce rapport afin de maintenir le mensonge, pour que Trump puisse promulguer l'Alien Insurrection Act et procéder à des expulsions massives, mais aussi pour justifier une attaque militaire contre le Venezuela, à laquelle Tulsi Gabbard s'était autrefois opposée très publiquement, ce qui la rendait plutôt singulière. En réalité, Trump a utilisé les arguments de Tulsi Gabbard, son opposition à la guerre, au changement de régime et à la politisation du renseignement de l'Irak à la Syrie pour se faire élire. Et comment la remercie-t-il? Il finit par diriger une nouvelle tromperie, une nouvelle opération de changement de régime en exploitant la crédibilité qu'elle avait acquise auprès de certains milieux pour la promouvoir. Oui, et je veux dire, je devrais probablement faire tout un article à ce sujet, mais cette administration et les gens qui l'entourent, ils sont liés à des gouvernements narcos depuis des années et des années. Je veux dire, c'est Lindsey Graham. Regardez le visage de Lindsey Graham. Il est là. Ah, regardez ce petit homme-là. Ah, le bon vieux temps. Ouais, Joe Lieberman.
three-headed hydra of neocons. Oui, c'est un peu comme l'hydre à trois têtes des néoconservateurs, Joe Lieberman, John McCain et Lindsey Graham. Et ils accueillent Álvaro Uribe de Colombie, le président colombien, aux États-Unis, Monsieur Plan Colombie. Álvaro Uribe était en gros un baron de la drogue déguisé en président. Et les États-Unis l'adoraient parce qu'il s'était allié avec des paramilitaires d'extrême droite pour écraser les FARC, écraser les rébellions paysannes et écraser les gauchistes urbains. Au début, il était à la tête de l'autorité de l'aviation. Et en tant que responsable de cette autorité, il autorisait des vols pour Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Son prédécesseur avait été tué pour avoir tenté d'arrêter ces vols. Et ensuite, quand le ministre de l'Intérieur est arrivé et a essayé de les arrêter, Came in and attempted to stop the flights. He was killed. Álvaro Uribe somehow il a été tué. Álvaro Uribe a d'une certaine manière survécu à son mandat de ministre de l'Aviation. Il a exercé 2 mandats, puis ils ont fait venir Ivan Duque, qui était en gros le représentant d'Uribe, pour lui permettre d'effectuer un 3e mandat. Et Uribe était mêlé à toutes sortes de gangsters colombiens. Duque était très proche de Rubio. Uribe est très proche de Rubio. Ils adorent ce type. Il était en quelque sorte la pièce maîtresse du programme américain en Colombie. C'est pourquoi, je crois que c'était Hugo Chavez, il a qualifié la Colombie d'Israël de l'Amérique du Sud. Et en fait, c'est quelque chose qui est apparu dans une analyse de la Defense Intelligence Agency sur les principaux trafiquants de drogue en Colombie. En 1991, Uribe figurait parmi les trafiquants de drogue colombiens importants. among important Colombian narco-traffickers. It just goes on and on. Marco Rubio Ça n'en finit pas. prop up Marco Rubio a contribué à soutenir Juan Orlando Hernández, du Honduras, qui purge aujourd'hui une peine de prison à vie en Floride pour trafic de drogue. Il était le président du Honduras qui a dirigé le régime issu du coup d'État après que les États-Unis ont aidé à organiser un coup militaire contre Manuel Zelaya, le président légitimement élu du pays, installant ainsi une sorte de narco-dictature de facto. Regardez toutes les photos de Marco Rubio en compagnie de Juan Orlando Hernández, le soutenant de la même manière qu'il soutient, mince, j'ai un trou de mémoire, enfin, qu'il soutient Daniel Noboa en Équateur. Daniel Noboa, à la tête de la société maritime Bonita Freight, l'entreprise de transport maritime Noboa. of Noboa of the Noboa Shipping Company. He was head of shipping. Il était responsable du transport maritime. Les gros titres parlent sans cesse de cocaïne expédiée vers l'Europe et les États-Unis dans des caisses de bananes Bonita. La majeure partie de la cocaïne et du fentanyl, mais surtout de la cocaïne, qui entre aux États-Unis, provient du Pacifique en passant par l'Équateur. L'Équateur a été submergé par les cartels de la drogue. La société a été déstabilisée et Rubio est très proche de Noboa, un milliardaire né à Miami. Et puis il y a Bukele au Salvador, un ami proche de Rubio. Rubio est lié à Bukele et à beaucoup de figures de l'opposition vénézuélienne qui réclament une guerre américaine contre le Venezuela, que nous avons exposé Wyatt Reed et moi dans notre nouvelle enquête sur le coup d'État de mercenaires de 2020 au Venezuela. About the 2020 mercenary coup in Venezuela, they're advising Bukele. But here's the crazy thing. Il about conseille Bukele. Bukele. He's credited with Mais voici ce qu'il y a de fou avec the Bukele. drug war, who's On le présente comme un héros de la guerre contre la drogue, celui qui a écrasé la Mara Salvatrucha, le MS-13, au Salvador. D'accord, tu te souviens quand les migrants vénézuéliens, plusieurs avions pleins, ont été envoyés au SECOT, le centre de détention Supermax du Salvador, et qu'ils ont été publiquement humiliés par la police anti-émeute salvadorienne sur le chemin de la prison, alors que le Venezuela réclamait leur retour, leur rapatriement direct vers le pays. Cela faisait partie d'un accord dans lequel, en gros, l'administration Trump a payé Bukele pour accueillir ces Vénézuéliens afin de créer une mise en scène sadique destinée à la base MAGA. to create a sadistic display for the MAGA base, and in exchange, Bukele got Et en échange, Bukele a obtenu le renvoi depuis les États-Unis de hauts responsables du MS-13, qui avaient été transformés en informateurs utilisés par la DEA et le département de la justice pour réprimer les réseaux de cartels et les gangs à l'intérieur du pays. Ainsi,
Trump a sacrifié le département de la justice pour apaiser Bukele. Et pourquoi Bukele voulait-il que ces membres du MS-13 reviennent au Salvador? Je veux dire, ils étaient déjà dans des prisons américaines, aidant les services de renseignement et les forces de l'ordre des États-Unis. Pourquoi les voulait-il? Parce qu'il avait conclu des accords secrets avec eux. Il collaborait en réalité avec le MS-13. C'est un fait bien établi. Et il voulait s'assurer qu'il soit réduit au silence dans sa prison de Secot, que personne n'entende plus jamais parler d'eux. Alors, il les a récupérés, et ils n'ont rien dit sur leur partenariat avec Bukele. Et cela continue encore et encore. Marco Rubio, on ne l'appelle pas Narco Rubio pour rien. Je veux dire, si vous suivez ne serait-ce que les médias d'entreprises hispanophones, il est de notoriété publique que Marco Rubio vivait dans la maison de son beau-frère, Orlando Cecilio, le frère de sa femme, Barbara Rubio, à Miami, à l'époque où Orlando Cecilio faisait partie des cocaine cowboys là-bas. Il a été arrêté pour trafic de tonnes de cocaïne. On l'a interrogé à ce sujet sur Univision. Il interroge Rubio à ce sujet pendant qu'il se présentait à la présidence. Et en disant, vous savez, cela a déjà été rapporté par Univision. Il dit que les électeurs et les journalistes ont le droit de savoir si quelqu'un est lié au trafic de drogue, quelqu'un avec qui tu es lié, un trafiquant de drogue. Et Rubio est fier. Il dit qu'il aurait dû me parler d'abord. Il a l'impression d'être pris en embuscade. Alors on voit Rubio paniquer complètement quand on lui pose cette question. Il devrait être interrogé à ce sujet maintenant que la guerre contre la drogue est au premier plan. Je veux dire, je ne peux pas imaginer un groupe de personnes moins crédibles pour mener cette guerre. Et regardez qui va arriver au pouvoir. Ce sera littéralement une prostituée des grandes entreprises. Je ne dis pas cela simplement pour dénigrer Maria Corina Machado, mais à cause de ce qu'elle dit. Elle déclare en substance, devant une conférence d'affaires à Miami, au Adam Smith Center for Economic Freedom, où Juan Guaido est professeur, qu'elle va livrer le Venezuela aux multinationales si elle accède au pouvoir sur le dos d'un char. Une opportunité de 1,7 billion de dollars, non seulement dans le pétrole et le gaz, ce qui est énorme, et vous connaissez les opportunités car nous ouvrirons tous les secteurs en amont, intermédiaires et en aval à toutes les entreprises, mais aussi dans l'exploitation minière, dans l'or, dans les infrastructures et dans l'énergie. Notre réseau dispose actuellement d'un potentiel énergétique de 17 gigawatts qui doit être réhabilité, notamment pour la technologie et l'intelligence artificielle. Elle a l'air folle, comme une concierge aux yeux fous, prête à servir quiconque veut piller le Venezuela. C'est de cela qu'il s'agit, en plus d'écraser un mouvement révolutionnaire. On peut l'appeler socialiste, beaucoup le font, et il y a sans aucun doute de fortes tendances socialistes dans le chavisme, dans la révolution bolivarienne, c'est certain. Mais à la base, c'est aussi du nationalisme. Il s'agit d'un peuple qui reprend le contrôle de ses propres ressources pour son propre bénéfice. Et ils ont été financièrement attaqués par les sanctions américaines et maintenant par l'armée américaine pour avoir tenté de le faire. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a des troupes américaines à Trinité, à quelques kilomètres du Venezuela en ce moment. Les pêcheurs trinidadiens entendent des drones au-dessus de leur tête. Je pense que nous sommes à la veille d'une guerre. Et on n'entend ni ne voit assez de résistance à cela. Il n'y a pas de manifestation.
il n'y a pas vraiment de débat public. Une résolution du Sénat visant à dénoncer une action militaire américaine au Venezuela a été rejetée. 51 républicains ont voté contre. Voilà. Et maintenant, Trump a envoyé ce gigantesque porte-avions, le Gerald Ford, dans la région. Et regardez, je ne suis pas sûr de ce que Trump a en tête, de ce qu'il veut faire. Mais clairement, cette publication de Lindsey Graham que vous avez montrée plus tôt, c'est l'effort de Lindsey Graham pour rallier les gens et tenter de convaincre la base MAGA que c'est une bonne chose d'aller de l'avant avec un changement de régime au Venezuela. Et je suppose, quel était le but de tout cela? Trump a admis ouvertement que oui, il a autorisé des opérations secrètes de la CIA. Ce n'est pas comme si le New York Times l'avait révélé dans un grand scoop. C'est parce que l'administration Trump voulait qu'il le rapporte. Il y a donc une opération psychologique en cours ici, où ils essaient de provoquer une déstabilisation au Venezuela pour que le gouvernement s'effondre de l'intérieur. Cela ne se produit pas. Alors, quelle est la prochaine étape? Je veux dire, ils pensaient peut-être, vous savez, comme l'armée américaine l'a fait en 1964 avec le Brésil, qu'ils pourraient provoquer une sorte de contre-révolution de droite dans les rues et un coup d'État militaire en amenant l'armée sur les côtes du Venezuela. Cela ne semble pas non plus fonctionner. Et c'est pourquoi Lindsey Graham a évoqué l'option Noriega, intervenir directement et kidnapper Nicolás Maduro, ce qui serait assez difficile à faire, compte tenu des défenses à plusieurs niveaux de Caracas. Je veux dire, Caracas dispose de défenses aériennes qui l'entourent. Elle possède plusieurs couches de défense militaire, ainsi qu'une mobilisation populaire des collectivos. Donc, à moins que tout le monde ne se rende, je ne pense pas que cela arrivera non plus. Et ce que nous verrions, ce serait un bain de sang. Mais je ne parle à personne, ni à l'intérieur du Venezuela, ni à l'extérieur, qui pense que les États-Unis vont simplement se retirer sans rien faire après un tel déploiement massif. Oui, exactement. Parce que si Trump recule, il n'a plus l'air d'un dur, et c'est tout ce qui lui importe.